Il y a des moments où Internet est lui-même impliqué dans la disparition de personnes, là où la frontière entre la vraie vie et l'écran est brouillée de façon irréversible. Par exemple, il y a un randonneur qui a posté une vidéo sur YouTube et qu'Internet a convaincu d'aller chercher quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais dû aller chercher. Ou encore, il y a ce youtubeur danseur qui a disparu au bord d'un lac au beau milieu de la nuit après qu'un de ses amis ait entendu quelque chose. Ou encore cette créatrice de contenu qui consacrait sa chaîne aux gens qu'on oublie et qui a elle aussi terminé dans l'oubli. Mais d'une façon différente, d'une façon silencieuse, délibérée et qui vous pose une question à laquelle vous n'aviez peut-être pas envie de répondre. Et pour terminer, on va voir une femme brillante, psychiatre, qui a passé 8 mois à chuchoter dans le vide d'internet et dont personne n'a vu les signaux. Bienvenue les amis dans la partie 2 de l'iceberg des personnes disparues d'internet. La dernière fois on a parlé de la surface, vous allez voir qu'aujourd'hui les 4 cas dont on va parler, ils sont d'un autre niveau. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous si vous aimez le contenu, prenez vos meilleurs popcorn et c'est parti. Kenny Veach. Il y a une règle non écrite sur internet, une règle on va dire tacite. Quand quelqu'un dit sur internet, sur un forum, peu importe, avoir trouvé quelque chose de fou sur internet, une grotte, un endroit un peu bizarre, ou peu importe, quand quelqu'un fait une trouvaille, 99% des commentaires, des gens dans les commentaires vont lui dire une chose. Et la règle tacite, c'est ça. Les gens vont lui dire, retourne-y, va voir, va explorer, va filmer un petit peu plus. Et ça, Kenny Veach, c'est une bêtise qu'il a fait. Il a obéi et il y est retourné et il a filmé de nouveau. Kenny Veach, c'est lui, la cinquantaine, californien, habitant au Nevada. Il tient une chaîne YouTube connue sous le nom de Snake Bite Me G. C'est une chaîne de niche, plusieurs centaines d'abonnés, qui est consacrée notamment à ses randonnées solitaires dans le désert du Morave. C'est des vidéos vraiment tranquilles, c'est juste lui, Kenny, qui marche, qui se filme dans le désert près de là où il habite. Et c'est un homme seul dans un paysage vide et il se passe jamais rien de très excitant. Il faut savoir que le Morave, c'est un endroit particulier, c'est un endroit vaste, c'est un endroit hostile et c'est un endroit parsemé de zones militaires fermées. Par exemple, ça, c'est la Nellis Air Force Base, l'une des plus grandes bases aériennes des États-Unis. Et elle occupe, pas de chance pour Kenny, une portion massive du désert du Nevada, où le Morave se situe. Autour d'elle, des étendues que les cartes topographiques des endroits locaux ne détaillent pas beaucoup. Le truc, l'avantage, on va dire, de Kenny, c'est qu'il connaissait l'endroit comme sa poche. À force d'y aller, à force de filmer, de documenter et de s'y aventurer, il connaissait très bien les lieux. Aucun souci à ce niveau-là. Sauf que, un jour de 2014, il commente une vidéo d'une autre chaîne. Le commentaire, il est banal en apparence, sauf que le commentaire de Kenny, il va déclencher une chaîne d'événements dont il ne reviendra pas. Le commentaire en question, et je le cite de mémoire en utilisant plusieurs sources parce qu'il n'existe plus, c'est en gros qu'au cours d'une de ses randonnées, dans les collines proches de la Nellis AFB, donc la base que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, Kenny a trouvé une grotte. Une grotte, tout simplement, donc c'est ça qu'il commente sous la vidéo de l'autre personne plus connue, et il dit, Kenny, que cette grotte, elle a une forme de M, et que c'est la première fois qu'il tombait dessus, qu'il ne l'avait jamais remarqué auparavant. Il dit aussi que quand il s'est approché de cette grotte, quelque chose de bizarre s'est passé. Tout son corps s'est mis à vibrer, une sensation physique qu'il décrit comme venue de l'intérieur. Un peu comme si ses os résonnaient. Et plus il s'approchait, et plus la vibration s'intensifiait. Il a évidemment rebroussé chemin. Il a eu peur, entre guillemets, enfin, je veux dire, vu la sensation qu'il décrit, moi aussi, j'aurais fait la même chose, et il est rentré et il a commenté. C'est ce fameux commentaire, vous allez voir, qui fait vraiment le sel de tout ce qui est arrivé à Kenny Veach. Qu'est-ce qu'il a eu tort, ce jour-là, quand il a pensé que son petit commentaire allait passer complètement inaperçu? Au début, les réponses arrivent, doucement. Et puis des dizaines, et puis des centaines, des gens qui demandent des détails, des gens qui spéculent, et des forums qui s'emparent du commentaire, qui le repostent et qui l'analysent. Au début, Kenny, il ne le sait pas ça, mais rapidement, ça va arriver à son oreille. La grotte en M, les vibrations, la Nellis AFB, donc la base qui alimente des décennies de théories sur des zones secrètes américaines. Les connexions sont faites instantanément. Et vous connaissez les réseaux sociaux, vous connaissez les forums, surtout à cette époque-là. Évidemment que ça allait complètement dérailler. Et le consensus émerge rapidement dans les commentaires. Kenny doit y retourner, il doit filmer, il doit trouver cette grotte et comprendre ce qu'il s'est passé. Au début, Kenny résiste. Il se dit peut-être que c'est pas la meilleure des idées d'y retourner, alors que la première fois je me suis senti mal comme ça, peut-être que en rester un petit peu loin, c'est pas plus mal. En réponse aux commentaires, Kenny explique que la vibration était suffisamment intense pour l'avoir mis mal à l'aise, que l'endroit était plutôt isolé et qu'il n'était vraiment pas serein d'y retourner tout seul. Internet va insister et notre cher Kenny va céder.
il publie une seconde vidéo. Il est retourné dans la zone, il a cherché la grotte, sauf qu'il ne l'a pas retrouvée. Ça aurait pu s'arrêter là, une histoire sans conclusion, le genre de mystère de bas niveau qu'Internet produit et oublie en 48 heures top chrono. Sauf que Kenny continue à chercher. Il retourne dans le désert plusieurs fois, il poste des mises à jour, il parle de mines abandonnées sur lesquelles il tombe, de galeries souterraines et de terrains qui changent selon les saisons. Et puis, on arrive en novembre 2024, début novembre 2024. Il va poster un dernier message. Il dit « Je repars ce week-end ». Et c'est, à ce jour, le dernier message connu de Kenny Veach. Le 10 novembre 2014, Kenny Veach ne rentrera pas de sa randonnée. Sa petite amie donne l'alerte, les secours sont déployés, mais le Nevada et le Morave sont très vastes. Les Sheep Mountains, c'est la zone de randonnée probable, sont accidentées, peu fréquentées, traversées de mines abandonnées de l'époque, de la ruée vers l'argent, et donc, tout ça, ça n'aide absolument pas les recherches. Et les recherches, tiens, parlons-en, elles ne vont rien donner, rien du tout, pas de traces, pas de corps, aucune idée de où est passé Kenny Veach. Quelques semaines plus tard, son téléphone est retrouvé, posé sur un rocher, près d'une mine abandonnée dans les Sheep Mountains. Et j'insiste sur le mot « posé », parce que oui, il était vraiment posé comme si quelqu'un l'avait mis ici. Son corps, lui, Kenny Veach, ne sera jamais retrouvé. Sa petite amie témoignera un peu plus tard, dans les échanges qui ont circulé en ligne, que Kenny souffrait de dépression, que ses randonnées solitaires dans le désert n'étaient pas seulement une passion, mais c'était aussi pour lui un exutoire, une façon de s'isoler, une façon de disparaître temporairement, dans quelque chose de plus grand que lui. Est-ce que la grotte en M a jamais existé? Est-ce que c'est pas juste peut-être Kenny qui a voulu, entre guillemets, faire le buzz? Personne ne le sait. Est-ce qu'il est tombé dans un ravin? Est-ce qu'il est tombé dans une mine? Ou pire, est-ce que l'armée a vu que Kenny était un petit peu trop invasif sur leur terrain et se serait secrètement, entre grosses guillemets, occupé de lui? On ne le saura probablement jamais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tout ce qui a été documenté, c'est ceci. Un homme qui a partagé une expérience étrange sur Internet qui l'a poussé à y retourner, et cet homme qui a disparu à tout jamais. Et la grotte en M, si elle n'a jamais existé, elle n'a jamais été retrouvée. Le téléphone, posé sur ce rocher, seul au beau milieu du désert du Morave, c'est tout ce qui reste de Kenny Veach. Nick Sonderegger. Pour le cas suivant, je dois vous parler de cet endroit que vous voyez là. C'est le Salton Sea. Si vous ne reconnaissez pas, voici ce que c'est. C'est un lac, le plus grand de Californie, situé dans le désert du comté impérial, à l'est de San Diego, juste ici. Il a été créé par accident en 1905, quand un canal d'irrigation a débordé et a complètement inondé une dépression désertique pendant 2 ans. Pendant des décennies, c'était une destination touristique. Des hôtels, des plages, des familles en vacances. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La salinité a augmenté au point de tuer la plupart des poissons. Des millions de carcasses se sont accumulées sur les rives et la décomposition produit une odeur que je pense que j'ai pas besoin de vous décrire, que les habitants décrivent eux comme permanente et insupportable. Et du coup, au fil des années, évidemment, les plages elles sont couvertes d'ossements, ça sent très très fort et voilà, c'est pas un endroit où on a envie d'aller en vacances cet été, on va dire ça comme ça. Et l'eau elle-même contient des niveaux élevés de pesticides agricoles et de métaux lourds charriés depuis les champs environnants. Et ce joli endroit que je vous décris là, c'est là que vivait Nick Sonderegger, 19 ans en 2018. C'est un petit youtubeur connu sous le pseudonyme Sunspake, une chaîne de danse. Quelques centaines d'abonnés, encore une fois, le genre de chaîne qu'on démarre à l'adolescence pour partager sa passion avec quiconque voudra regarder. Nick, c'était un danseur, il était souriant, ses amis l'adoraient, et c'est vraiment cette passion qu'il transmettait à travers sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, ses amis le décriront comme quelqu'un de lumineux, en contraste total avec l'environnement délabré dans lequel il vivait. La nuit du 7 septembre 2018, Nick est chez lui avec son ami Austin. Il est 2h30 du matin. Et là, Nick et Austin, ils entendent une femme qui crie à 2h30 du matin, oui. Pas de chance, les cris viennent de la direction du Salton Sea. Et là, Nick et Austin l'entendent tous les deux. Ce point ne sera jamais contesté, et c'est important. Ce qui est contesté, ou plutôt ce qui reste flou, c'est ce qui s'est passé ensuite. Selon tous les éléments rendus publics après l'affaire, à ce moment-là, au moment où ils entendent la femme crier, au beau milieu de la nuit, Nick et Austin se demandent quoi faire. Ils ne prennent pas de décision tout de suite, ils réfléchissent. Est-ce qu'ils ont vraiment entendu une femme? Est-ce qu'ils n'ont pas halluciné? Et si c'est le cas, quelle est la meilleure des choses à faire? Ils se posent des questions par exemple comme est-ce que c'est dangereux d'aller voir? Est-ce que c'est une vraie urgence? Est-ce que ça vaut la peine de sortir dans la nuit au bord d'un lac mort à 2h30 du matin pour des cris dont l'origine est incertaine? Donc voilà, ils n'ont pas pris de décision tous les deux, on est parti se coucher et pour l'instant, ça s'arrête ici. Le lendemain matin, quand Austin se réveille,
Nick Sonderegger n'est plus là. Ses vêtements seront rapidement retrouvés au bord du Salton Sea, juste à côté de l'eau. Uniquement ses vêtements. Les recherches, évidemment, démarrent immédiatement. Le shérif du comté impérial prend l'affaire très au sérieux. La famille lance une campagne, un site internet est créé avec des informations, des appels à témoins et une ligne de signalement. D'ailleurs, une récompense de 10 000 $ est offerte pour tout renseignement menant à le retrouver. Évidemment, s'il est dans mon iceberg aujourd'hui, c'est que malheureusement, Nick Sonderegger, j'espère que je le prononce bien, n'a jamais été retrouvé. Il y a 3 directions principales dans les théories. Première direction, la Salton Sea lui-même. L'eau est profonde à certains endroits, la visibilité sous-marine est quasi nulle à cause des algues et des sédiments, et des corps y ont déjà disparu sans s'être retrouvés. Si Nick est par malheur entré dans le lac cette nuit-là, pour sauver quelqu'un ou pour une autre raison, il est possible que son corps repose au fond et n'ait jamais été remonté. Deuxième direction, la criminalité. La zone autour du Salton Sea est connue pour son taux de criminalité plutôt élevé, la pauvreté et l'activité de certains gangs dans certains quartiers. Et notamment la région de Bombay Beach, qui est pas très loin de là où il habitait, qui sont des quartiers un petit peu chauds la nuit, où il se passe parfois des choses qui finissent par être oubliées, on va dire. Troisième direction, la drogue. Sans qu'aucune accusation directe ne soit formulée par les enquêtes officielles, certains commentateurs ont évoqué la possibilité d'une soirée qui aurait mal tourné. Cette direction reste toutefois non corroborée. Ce que la famille de Nick dit dans ses communications publiques, c'est simplement qu'il manque. Il avait la vie devant lui et ils veulent des réponses. Mais du coup, qu'en est-il des cris de la femme que Nick et Austin ont entendus cette nuit-là à 2h30 du matin? Parce que c'est ça la piste la plus probante pour le moment. Eh bien, personne ne sait ce que c'était. On ne sait pas si quelqu'un d'autre a été blessé, on ne sait pas si Nick est sorti pour aller voir, on sait seulement que ses vêtements étaient sur le rivage et qu'il n'est pas rentré. Nick aurait 25 ans aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Kylie Elise. Pour ce cas-là, je vais vous parler encore plus qu'une personne qui a disparu d'Internet, carrément une chaîne YouTube qui a disparu d'Internet avec sa personne. C'est pas une chaîne supprimée par YouTube pour violation des conditions d'utilisation, c'est pas non plus une chaîne abandonnée après quelques vidéos, c'est une chaîne qui avait 400 000 abonnés, des années de contenu, une communauté réelle et attachée, et qui a été effacée, délibérément, entièrement, sans aucune explication. Et dont la créatrice, à ce jour, et je vais vous expliquer son histoire, n'a pas donné le moindre signe de vie. Kylie Elise, c'est elle, américaine, créatrice de contenu true crime et horreur depuis plusieurs années, avec un franc succès, et sa chaîne s'appelait simplement Kylie Elise. 400 000 abonnés, c'est un chiffre plutôt gros, moi qui suis youtubeur je peux vous le dire, mais c'est une audience réelle, c'est une communauté, c'est des gens qui revenaient chaque semaine et qui connaissaient Elise. Ce qui distinguait vraiment la chaîne d'Elise, c'était sa façon d'aborder les cas, elle avait vraiment un style bien à elle, et les gens adoraient ça. Kylie Elise ne couvrait pas les affaires criminelles célèbres. Elle ne faisait pas de vidéos sur Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, des noms que tout le monde connaît et qui génèrent des millions de vues. Non, elle s'intéressait aux autres. Les affaires non résolues, les personnes disparues dont personne ne parle, les victimes non identifiées ou celles retrouvées décédées, sans nom dont les dossiers restent ouverts pendant des années parce que personne ne sait qui elles sont. Et elle traitait tous ces cas avec une façon dont ses abonnés disaient absolument respectueuse, avec beaucoup d'humain dans sa façon de traiter ces cas qui parfois sont très très délicats. Évidemment, on parle de personnes décédées. Eh bien, le trait principal qui revenait d'Elise, qui était témoigné par presque tous ses fans, c'est qu'elle avait vraiment ce côté très humain dans sa façon de traiter les choses. Voilà, pour le dire le plus simplement possible. Elle prenait le temps de raconter ce que ces personnes avaient été et pas seulement leur fin. Et dans un espace où le true crime peut vite virer au voyeurisme, Kylie Elise faisait quelque chose de bien différent. En mars 2019, elle publie une vidéo. Une annonce. Elle a besoin de prendre du recul. Sa santé mentale l'exige, elle part et elle ne sait pas pour combien de temps. Et elle insiste sur ce point, les vidéos, toutes ces vidéos restent en ligne. Tout le contenu reste accessible. Elle ne disparaît pas, elle insiste dessus, elle fait juste une pause. C'est ce qu'elle dit. Ses abonnés comprennent, évidemment, compatissent, ils lui souhaitent que du bien et ils attendent. Et attendre, ils vont le faire très longtemps, parce qu'ils attendent encore aujourd'hui. Les mois passent et en décembre 2019, quelque chose change. La chaîne disparaît. Pas une vidéo, pas quelques vidéos, la chaîne entière est effacée. Des années de contenu, des centaines de vidéos, toute l'archive partie en fumée. Et simultanément, c'est tous ces comptes qui sont supprimés. Instagram, Twitter, YouTube, tout ce qui va avec, tout ce qui touche à Elise, supprimé du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de message d'adieu. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas un mot, il y a juste le silence. Évidemment, sa communauté s'inquiète, des threads s'ouvrent, des gens veulent savoir ce qui se passe, ils veulent des nouvelles, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et il faudra attendre 2 ans pour avoir un tout petit peu de nouvelles. En 2021, soit 2 ans plus tard,
un ami, un youtubeur ami de Kylie Elise, va donner des nouvelles. Elle va bien, elle est en bonne santé, elle a simplement choisi de disparaître, de partir d'internet du jour au lendemain. Et elle en a absolument le droit, évidemment. Il dit que Kylie Elise va bien, qu'elle est en vie, qu'elle a juste choisi de partir, et c'est tout ce qu'on sait. Elle n'a plus jamais rien publié depuis, plus aucun compte public, plus aucune trace. Il y a une lecture plutôt évidente de cette histoire. Quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui avait besoin de s'éloigner, et qui a décidé de tout couper, de couper tous les ponts avec sa vie publique, qui ne lui faisait plus de bien. C'est une décision que les gens ont absolument le droit de prendre. Mais évidemment, si elle est dans cet iceberg, il y a une autre lecture, l'histoire de Kylie Elise. Et si, peut-être, et c'est pas moi qui ai créé la théorie, elle avait disparu pour d'autres raisons. Et si, admettons, dans une de ses enquêtes, elle était allée un petit peu trop loin. Eh bien, c'est la deuxième théorie de ce qui est arrivé à Kylie Elise. Admettons que tout le contenu qu'elle avait créé, ces histoires de disparus auxquelles elle avait consacré des années, est parti avec elle. C'est devenu inaccessible. Un peu comme si ça n'avait jamais existé. Alors, je dis pas qu'il lui arrivait quelque chose. Je répète, un ami a confirmé qu'elle allait bien. C'est seulement des théories, ok ? Mais voilà ce que ce cas me fait me demander. Est-ce que quelqu'un peut disparaître d'Internet complètement, volontairement, et laisser derrière lui un silence que sa communauté n'aura jamais les outils pour comprendre ? Et parfois, quand on passe sa vie à raconter les disparitions des autres, le poids finit par peser fortement. J'espère qu'elle va bien, sincèrement. Je pense qu'elle va bien. Je pense que la deuxième théorie reste une théorie. Et si c'est le cas, tant mieux pour elle. Grand bien lui fasse et qu'elle reste de son côté tranquillement et qu'elle se repose et qu'elle prenne soin d'elle, tout simplement. Mais voilà, il y a plus de 400 000 personnes aujourd'hui qui manquent, qui lui manquent, enfin à qui elle manque. Voilà, c'est assez paradoxal parce que oui, elle est partie, oui, un de ses amis a dit qu'elle allait bien, mais à quel point est-ce vrai ? Téléka Patrick. Ce dernier cas, les amis, est différent. Rappelez-vous, abonnez-vous, ça prend une petite seconde et ça aide énormément la chaîne. Il est différent, pas parce que l'histoire est plus dramatique que les autres, pas parce que la personne était plus connue que les autres, mais parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette affaire qui illustre d'une façon brutale ce qu'Internet peut faire, ou ne pas faire face à quelqu'un qui souffre. Il y avait des preuves, des milliers de preuves, publiques, accessibles, et personne ne les a vues. Ou en tout cas, les gens qui les ont vues ont fait semblant de ne pas les avoir vues. Ça, c'est Téléka Patrick. Elle a 30 ans, elle est médecin psychiatre, diplômée brillante au début d'une carrière qui s'annonçait absolument solide. Elle travaillait dans un hôpital dans le Michigan, dans le domaine évidemment de la psychiatrie, le domaine qui consiste à soigner les troubles de la santé mentale des autres. Ce que ses collègues, ses supérieurs et toutes les autres personnes autour d'elle ne savaient pas, c'est ce qu'elle construisait en à côté, sur Internet. Parce que vous allez voir que silencieusement, elle était en train de bâtir quelque chose de très grand. 5 comptes Twitter. Tous secrets, tous créés sous des pseudonymes. Aucune connexion apparente entre eux et aucune connexion apparente avec son identité professionnelle. Sur ces 5 comptes, en l'espace de 8 mois, Téléka Patrick va publier environ 20 000 tweets. 20 000 tweets en 8 mois, tous adressés directement ou indirectement à la même personne. Un pasteur gospel du nom de Marvin Sapp. Un nom bien connu, trop bien connu dans les communautés évangéliques américaines. Un homme qu'elle n'avait, à la connaissance de tous, jamais rencontré personnellement. Elle croyait, et c'est ce qui ressort des tweets reconstitués plus tard, à une vraie connexion télépathique entre elle et lui. Une relation spirituelle invisible, réelle pour elle, mais qui lui seul refusait de reconnaître publiquement. Marvin Sapp, informé au bout d'un moment des comptes en ligne qui parlaient de lui, on va dire, avait il avait obtenu un ordre restrictif contre elle. En gros, il lui avait formellement interdit tout contact, formellement interdit de s'approcher de lui, et elle a continué à tweeter à fond la caisse. Avance rapide jusqu'au 5 décembre 2013. Téléka Patrick quitte son service à l'hôpital. Son équipe ne sait pas qu'elle est partie. Personne ne la voit partir. Elle ne rentrera pas chez elle cette nuit-là. Quelques heures plus tard, sa voiture est retrouvée sur l'I-94. C'est cette autoroute qui traverse l'Indiana. Le moteur tourne encore, ses affaires personnelles sont sur le siège, son téléphone, son sac, ses papiers, mais il n'y a pas de notes. Et il n'y a personne d'autre. Elle n'est pas dans la voiture. Elle a officiellement disparu ce soir-là. Les recherches démarrent assez rapidement. La famille est contactée dans un premier temps et le portrait d'une femme brillante, sans passé criminel, sans raison apparente de fuir, circule dans tous les médias locaux. Et ça va être dans le cadre de l'enquête sur sa disparition que ces 5 comptes Twitter sont découverts et examinés. Et c'est là qu'ils tombent sur 20 000 tweets. 8 mois de monologues intensifs adressés à quelqu'un qui avait obtenu une ordonnance pour la faire taire. Et là,
c'était encore une fois bouillonnant. Les internautes du forum WebSleuths, ce forum c'est un des forums les plus actifs pour tout ce qui va être un petit peu true crime aux États-Unis, un peu amateur, eh bien ils vont s'enflammer. Et des théories, on va en avoir, en veux-tu, en voilà. Sur le forum WebSleuths, ils vont commencer à reconstituer les fils. Les comptes ont été supprimés, mais des captures d'écran circulent. Des archives partielles, des échanges que des gens avaient copiés avant la suppression, et tout ça mis bout à bout, ça fait un sacré puzzle. Ce que le contenu révèle, selon les analyses publiées et les sources journalistiques, c'est le portrait d'une personne en énorme crise psychotique sévère. Pas dangereuse pour les autres, mais dangereuse pour elle-même. Convaincue d'une réalité alternative que rien dans son monde ne venait valider. Elle était psychiatre, elle soignait des gens qui vivaient ce qu'elle vivait elle-même, et personne dans son environnement professionnel n'a vu les signaux. Et malheureusement, ce cas est plus bas dans l'iceberg parce que 4 mois après la disparition de Teleka, son corps sans vie va être retrouvé au bord d'un lac. En vérité, il va être retrouvé dans un lac. Et la cause officielle du décès, noyade accidentelle. Sa famille conteste cette conclusion, elle a toujours contesté. Et les raisons de cette contestation, les détails du lieu, les circonstances, le délai entre la disparition et la découverte sont documentés dans les sources liées à cette affaire et dépassent ce que je veux développer ici. En gros, c'est vraiment un cas incroyable, il mériterait une vidéo à lui-même. Et là, vous vous rappelez, le pasteur que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et s'il y avait une connexion entre Teleka, son décès et ce pasteur? 20 000 tweets en 8 mois. C'est une trace massive, détaillée de quelqu'un qui souffrait, qui criait dans le vide numérique, qui en vérité construisait une réalité parallèle, tweet après tweet, jour après jour, pendant que sa vie réelle continuait apparemment de façon normale autour d'elle. Et ces tweets existaient, ils étaient tous publics, suffisamment publics pour que Marvin Sapp en soit informé et obtienne une ordonnance. Mais personne dans son entourage immédiat, personne à l'hôpital où elle travaille, ne les avait lus assez sérieusement pour déclencher une intervention. Après son décès, rappelez-vous, tous les internautes sur le site de WebSleuths, eh bien, ils ont reconstitué les archives à partir de toutes les pièces du puzzle qu'ils avaient à leur disposition. Et c'est là qu'ils ont compris. Ils ont compris, mais ils ont compris trop tard. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon dans ce cas. Internet est un endroit où les gens crient, parfois pour le spectacle, parfois parce qu'ils ont vraiment besoin qu'on les entende. Et la différence entre les deux, depuis l'extérieur, n'est pas toujours évidente à voir. Dans ce deuxième épisode, on aura vu 4 cas. 4 cas que j'ai trouvé vraiment intéressants à traiter, 4 cas tous différents, mais tous rattachés l'un à l'autre, quelque part. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré la lourdeur du sujet. Appréciez ce que je vous ai présenté. Il y aura une partie 3 qui arrivera, donc encore plus profond dans l'iceberg. J'ai encore 4 autres cas pires que cela à vous partager, sûrement la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, mettez un like, ça supporte énormément la chaîne, je vous le demande, mais vraiment ça aide beaucoup, ça prend une seconde, et merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi sous la vidéo, et puis je vous souhaite vraiment une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Théo, à la prochaine, ciao.